le blocage que nous avons aujourd'hui est un blocage constructif, est un blocage vivifiant. Il ne faut pas le concevoir comme la fin de tout, mais plutôt le début, le commencement d'une nouvelle construction. Parce que nous aurons pris le temps maintenant de réfléchir, de voir ce qui ne va pas, de ce qui ne joue pas en notre faveur et de ce que nous avons fait faux sur l'ensemble de notre parcours pour pouvoir rebâtir un instrument plus adapté avec une discipline de groupe capable de pouvoir nous orienter vers l'atteinte de l'objectif stratégique commun fixé à la base. Et je parle de tout ceci pour dire que la situation qui est la nôtre en Afrique et au Togo en particulier n'est pas une situation exceptionnelle. Ce n'est pas quelque chose de particulier. La situation qui est celle de l'Afrique, ça a déjà existé dans l'histoire. Il y a d'autres peuples qui ont connu des situations très compliquées, difficiles. Pendant des siècles et des siècles, ces peuples, à un moment donné, il y a eu quelques-uns de leurs enfants patriotes qui se sont levés et qui ont élaboré d'abord des idées autour du combat pour la libération et la renaissance de leur pays. Ensuite, ces gens se sont révélés au peuple en opposition avec l'opposition tiède, classique qui est là, qui accompagne le système, en prétendant le combattre. Et ces gens ont été écoutés. C'est-à-dire que les populations ont prêté une oreille attentive à ces nouvelles idées, les ont propagées, ont adhéré à ces nouvelles idées, de sorte que ces idées se transforment en outils de combat. Puis, ces idées ont fait leur chemin et ont finalement renversé les systèmes politiques de domination sous lequel ces peuples croupissaient avant. Donc, si nous continuons à fonctionner avec le même logiciel qui nous a conduits dans l'impasse ou dans des impasses répétées, si nous continuons à voir au travers des mêmes hommes, des mêmes instruments, du même agenda, ça veut dire que nous n'avons tiré aucune leçon de ce que nous vivons et surtout que nous n'avons tiré aucune leçon de l'histoire, parce que l'histoire regorge d'exemples à profusion de peuples qui ont connu des situations similaires. Peut-être pas dans les mêmes particularités, mais des situations semblables aux nôtres ont existé et continuent d'exister. Qu'est-ce que les peuples ont fait? Ils ont d'abord cherché à faire émerger un leadership alternatif autour duquel ils se sont réunis. Lequel leadership a cherché les éléments de la Renaissance dans le panier historique, dans le parcours historique global de leur peuple pour pouvoir bâtir les instruments de leur libération et de leur renaissance. Pas en passant leur temps à dire à l'opposition tiède qui a échoué, qui ne va pas au-delà du cadre systémique tel qu'il est, en leur demandant de s'unir, de s'unir, de s'unir. Non, il faut maintenant qu'il y ait un leadership alternatif qui soit connu, qui soit promu, qui soit soutenu, qui soit accompagné pour que de nouvelles armes soient élaborées à partir des idées nouvelles qui sont beaucoup plus en adéquation avec la situation que nous avons en face de nous. Ceci demande un changement de paradigme, un changement de conception des choses, un changement de principe de fonctionnement, une discipline, une rigueur pour faire en sorte que les nouvelles idées qui sont élaborées ne restent pas cloîtrées dans la tête de leurs auteurs, mais que ces idées-là soient connues, soient propagées et deviennent des instruments de combat. Donc, aujourd'hui, la situation que nous avons ne doit pas nous désespérer. Elle doit stimuler en nous plus de réflexion, plus de profondeur, plus d'élévation vers la recherche des causes fondamentales, des impasses dans lesquelles nous nous sommes retrouvés de manière continue. Et puis, une fois que nous aurons découvert ce qui fait notre faiblesse, tout en faisant la force du système que nous avons en face de nous, nous allons pouvoir dégager les instruments qu'il faut pour pouvoir avancer. Mais si nous continuons avec les mêmes acteurs qui fonctionnent avec le même logiciel mental, conceptuel, intellectuel, moral, spirituel, anthropologique, matériel et autres, nous allons rester sur place. Les Chinois étaient confrontés pendant des siècles à une situation quasi similaire à celle que connaît l'Afrique et ses populations aujourd'hui. Pour faire court, cette situation continue jusqu'à l'émergence des patriotes
réunis autour de Mao Tse-tung. Et ces gens-là ont forgé une réflexion stratégique très forte qui est réellement adaptée à la situation qui est combattue par un certain nombre d'opposants, disons classiques, jusqu'à leur avènement. Et puis ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont forgé les outils les plus adaptés au système, lesquels outils leur ont permis de combattre effectivement les seigneurs de guerre qui ont été installés et le pouvoir fantoche qui a été installé par les Occidentaux et les Japonais à la tête de la Chine. Et ces gens ont libéré leur pays. Ça a un coût. La lutte de libération a un coût énorme. Mais le leadership chinois a fait comprendre au peuple chinois les avantages que ce coût a. Les leaders chinois ont expliqué à leur population, ils n'ont pas menti sur ce que ça allait impliquer comme coût, comme sacrifice au peuple chinois s'il s'engage dans une lutte de libération pour la renaissance de la Chine. Ils n'ont pas perdu le temps à la population en lui disant allons aux élections avec Chiang Kai-shek et autres, allons aux élections, allons discuter, allons négocier, allons à Washington, allons à Paris, allons à Genève, allons dans les chancelleries occidentales russes et allons parler aux Japonais pour qu'ils desserrent l'étau de la domination dans lequel ils ont inséré le peuple chinois. Ils n'ont pas perdu du temps en faisant des théories de changement, de moralisation du système de domination qui embrigadait le peuple chinois. Ils n'ont pas raisonné en termes de diplomatie pour aller parler aux dominations occidentales qui soutenaient le pouvoir en place chinois. Ils ont construit un plan stratégique de libération qu'ils ont expliqué à leur population en lui disant ce que cela va coûter en termes de sacrifices et de larmes. Ensuite, ils ont commencé à implémenter, c'est-à-dire à déployer ce plan stratégique sur le terrain avec la foi inébranlable, avec la conviction inébranlable que ce plan allait libérer leur pays et allait aboutir à la reconstruction de la Chine et à sa renaissance. Et ils l'ont fait. Ils ont constamment adapté leur plan stratégique aux difficultés qu'ils ont rencontrées sur le terrain, sans jamais dévier de l'objectif premier qu'ils se sont fixés, c'est-à-dire la libération et la reconstruction de leur pays. Donc, si nous voulons nous inscrire dans l'histoire, si nous voulons assumer nos responsabilités de manière efficace, sans nous tromper, aussi bien de moyens, d'agenda que de réflexion stratégique, nous devons nous inspirer de ce que d'autres peuples ont fait. C'est pour cela que je dis qu'il ne faut pas particulariser la situation que nous avons en Afrique comme quelque chose de spécial, d'unique dans l'histoire. Non, les situations comme ça ont existé partout, y compris en Occident. Les Français ont dû se libérer à plusieurs reprises des dictatures. Les États-Unis d'Amérique sont bâtis sur une révolution, sur une lutte de libération de la domination britannique. L'Allemagne a été libérée du morcellement, de la faiblesse instaurée en son sein par les puissances de l'époque. L'Italie, la libération et la renaissance de l'Italie a été faite par Garibaldi et Cavour qui ont mené la lutte de libération de l'Italie pour ensuite conduire sa renaissance. Donc, ce qui nous arrive en Afrique n'est pas quelque chose de spécial. Ce n'est pas spécifiquement africain. Mais c'est de partir de ce que nous vivons pour voir dans l'histoire ce que d'autres peuples ont fait quand ils ont été confrontés à une situation comme la nôtre. Donc, le fait de particulariser la situation togolaise et africaine aboutit à quoi? À des conclusions du genre « Seul Dieu peut nous sauver » puisqu'on a spiritualisé la question. Alors qu'il faut justement la rationaliser. Au lieu de dire que c'est un problème spirituel, que les hommes ne peuvent rien, seul Dieu peut nous sauver, ou bien que la situation est telle que... Et puis il y a des évêques, des prêtres qui s'engouffrent dans ça pour spiritualiser davantage la situation africaine en trompant la population, en lui arrachant le peu d'argent qu'elle a dans ses poches, en lui faisant les poches, en lui disant que la situation en Afrique, c'est une situation qui ne peut être résolue que par l'intervention divine elle-même, puis qu'il y a d'autres prélats qui viennent dire que la situation du Togo, c'est une situation spirituelle
et qu'il faut expier le diable du Togo pour que la population puisse être libérée, etc., etc. Tout ça, ce sont des foutaises. Il faut remettre le rationnel dans la situation et voir où se situent nos faiblesses pour pouvoir bâtir les instruments pour réparer ces faiblesses-là et redonner de la puissance populaire à notre population. C'est ça le défi qui nous confronte. La situation que nous vivons, c'est une situation coloniale avec des éléments constitutifs précis. Ce n'est pas une affaire de spiritualité. Ce n'est pas une affaire d'envoûtement. Non, notre peuple n'est pas envoûté. Nous sommes dans une situation où nous devons remettre le rationnel pur, basé sur une connaissance profonde de l'histoire, sur une connaissance très fine des règles qui guident les luttes de libération pour pouvoir comprendre et élaborer les outils qui nous manquent. C'est ça le défi. Le défi, ce n'est pas courir de gauche à droite pour dire qu'on va faire des cérémonies de libération, des prières de délivrance, des veillées de prière et des choses comme ça pour soi-disant libérer notre pays et notre continent. Non. La situation, elle est une situation coloniale. Et une situation coloniale se combat en tant que telle. Il faut bâtir les instruments pour pouvoir vaincre la colonisation. Et si nous ne faisons pas ce travail-là, sur la base d'une réflexion, d'un diagnostic clairement posé, nous allons continuer à chercher midi à 14h, à nous épuiser et finalement à nous installer dans un combat d'arrière-garde qui ne va aboutir qu'à notre déchéance totale.